Messieurs, dames, merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir bravé les intempéries. On est au chaud. Nous allons vous parler pour cet après-midi, première conférence, de l'investissement Pinel. Donc l'investissement Pinel, je pense que vous en avez tous entendu parler. Vous connaissez le nom de cette ministre, vous connaissez celui de son prédécesseur, enfin sa prédécesseuse. C'est vrai qu'égrener la liste des dispositifs de défiscalisation immobilière, c'est un peu comme feuilleter le who's who des ministres du logement. Donc le tout dernier est le Pinel, mais on a connu avant le Périsol, qui était jugé comme un excellent produit. On en a eu qui étaient beaucoup moins avantageux, ou en tout cas beaucoup moins intéressants, du moins à première vue. Je vous citerai le Besson, le Borloo, je ne sais pas si certains d'entre vous s'y sont essayés. Et plus récemment, le Duflot qui a fait un flop. Les promoteurs l'ont d'ailleurs baptisé le Duflop. Je pense qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Donc le Duflot a été remplacé depuis par le fameux dispositif Pinel, qui en est en fait une continuité améliorée. Et c'est vrai que c'est un dispositif sur le papier qui semble extrêmement intéressant, puisque vous avez un côté pile assez extraordinaire, une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 21%, selon la durée d'engagement que vous choisissez. Vous pouvez investir jusqu'à 300 000 euros. Je ne vais pas trop insister parce que mon voisin pourra vous en parler davantage. En tout cas, jusqu'à 300 000 euros en 2 investissements maximum sur un an. Et vous pouvez choisir la durée de location, donc vous n'êtes plus bloqué par une année fixe, vous pouvez choisir de louer sur 6 ans, sur 9 ans, vous pouvez renouveler. C'est quand même très intéressant. Cerise sur le gâteau, enfin, vous pouvez louer à un ascendant ou à un descendant. Nous verrons après, avec Loïc Madani ici présent, si c'est un facteur de succès ou pas pour le Pinel. Alors ça, c'est côté pile, côté face, parce qu'il y a toujours un côté face sur ces dispositifs de défiscalisation, puisque le gouvernement en attend quand même quelque chose. Nous avons les plafonds. D'abord, un plafond de 5 500 euros par mètre carré. Vous ne pouvez pas acheter au-delà de ce prix au mètre carré. Ensuite, bien sûr, le plafond de ressources du locataire qui fait souvent très peur, mais je pense que c'est une fausse peur dans la mesure où le pouvoir d'achat des locataires potentiels est à peu près à la hauteur des plafonds dans un très grand nombre de régions. Et puis, le plafond de loyer, les plafonds de loyer définis par zone géographique. Donc, voilà pour le côté face de ce dispositif. Alors, c'est tentant. Est-ce que ça fonctionne ou pas? On verra ça tout à l'heure avec M. Madani. Comment est-ce que cela fonctionne? Je vais laisser la parole à Arnaud Sogéras. Il est journaliste au particulier et c'est lui qui est responsable du guide fiscal que vous devez bien connaître. Il va nous détailler les grandes lignes de ce dispositif. Et je me tournerai ensuite vers Loïc Madani, qui est animateur commercial chez Constructa, le promoteur, et qui va nous livrer son expérience de terrain. Est-ce que le Pinel est un succès? Auprès de qui? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons patrimoniales est-il intéressant? Et surtout, quels sont ces petits conseils, ces grands conseils, pour éviter de faire le mauvais choix, comme certains qui ont investi en Robien, malgré eux, les pauvres, vraiment, peut-être, j'espère que parmi vous, il n'y en a pas, plein de bonne foi, se sont trouvés collés, scotchés avec un produit qu'ils ne pouvaient pas vendre et un redressement fiscal à la clé, ou en tout cas très menaçant. Voilà, donc comment faire aujourd'hui pour bien choisir son Pinel? Je vous laisserai la parole tout à l'heure. Nous aurons donc 2 interventions d'environ 20 minutes chacune. Et un peu avant la fin de cette conférence, nous nous arrêterons pour prendre quelques questions dans la salle. Je sollicite votre compréhension, nous avons 1 heure. Je vais d'ailleurs arrêter de mobiliser la parole pour la passer à mes interlocuteurs. Donc nous ne pourrons pas prendre beaucoup de questions. Cela étant, nous sommes présents sur le stand du particulier, en bas. Vous pouvez venir nous rejoindre et nous poser vos questions en direct si vous en avez davantage. Arnaud Sogéras, je te laisse la parole. Merci Catherine, merci pour cette présentation. Donc effectivement, je vais vous parler du Pinel d'un point de vue un petit peu légal dans son environnement, avoir des clés de compréhension du mode de fonctionnement de ce dispositif. Et ensuite, M. Madani vous donnera des conseils plus pratiques. Alors, comment on fait pour réduire de 6 000 euros ses impôts chaque année? Le Duflot, c'est fini. Maintenant, c'est place au Pinel. Le Duflot, comme l'a dit Catherine, a fait un flop. Depuis le 1er septembre 2014, lorsque vous investissez dans l'immobilier locatif neuf, vous pouvez opter pour le Pinel.
et ça fonctionne pour vos investissements jusqu'au 31 décembre 2016. Voilà, donc vous avez une fenêtre de tir qui est de près de 2 ans et demi pour en bénéficier. Alors, en métropole, vous pouvez amortir par ce biais jusqu'à 21% du prix du logement, et ce sur 12 ans. Alors, bien sûr, la contrepartie, c'est qu'il y a des conditions à respecter. Alors, quels sont les plafonds de loyer? Vers quel type de locataire doit-on se tourner? Comment on calcule la réduction d'impôt? Quelles sont les déclarations à faire chaque année? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons vous répondre durant cette conférence. Et je vais vous détailler un petit peu le fonctionnement de ce régime. Alors, comme je vous le disais, le Pinel, c'est un investissement qui peut vous offrir jusqu'à 21% de réduction d'impôt. Ça, c'est un chiffre en fait que vous pouvez majorer en Outre-mer. En Outre-mer, le taux est un peu plus intéressant, mais c'est également beaucoup plus risqué. Nous allons voir successivement, donc, au cours de cette présentation, quels sont les investissements concernés par le Pinel, vers quel type de biens vous pouvez vous tourner. Qui sont les bénéficiaires, c'est-à-dire qui sont les investisseurs, quel est leur profil pour pouvoir opter, quels sont bien sûr les engagements à respecter, la contrepartie de l'avantage fiscal, et enfin, concrètement, comment on calcule sa réduction d'impôt. Alors, le Pinel s'applique aux investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016. Pour mémoire, le Duflot, qui a pris le relais du Cellier, s'appliquait initialement du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. En cours de route, comme ça arrive souvent, les pouvoirs publics se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Donc, ils ont rectifié le tir. En fait, souvent, vous trouvez l'appellation Duflot-Pinel. Pourquoi? Parce que c'est des caractéristiques de fonctionnement qui sont quasiment strictement identiques, avec les particularités qu'a soulevées Catherine, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de moduler la durée de votre engagement de 6 à 12 ans, ce qui n'était pas possible en Duflot. Vous avez également la possibilité de louer, et ça c'est intéressant, à vos enfants, ce qui n'était pas non plus possible en Duflot. Voilà, ce sont les deux différences principales et les plus intéressantes pour les investisseurs entre les deux dispositifs. Comme tous ces dispositifs d'investissement, vous devez vous positionner dans certaines zones du territoire. Ce sont celles qui sont les plus sensibles en termes d'offres locatives, là où il y a le plus gros problème de logement. Bien sûr, l'objectif poursuivi, c'est de développer l'offre locative des particuliers à destination des locataires. Alors, le territoire est découpé en 4 zones. Vous avez la zone A bis. La zone A bis, c'est quoi? C'est Paris et 76 communes particulièrement sensibles de la région parisienne. Vous avez ensuite la zone A. Principalement, ce sont les grosses villes, là où il y a des difficultés de logement. Vous avez la zone B1. Alors, il y a aussi des grosses villes. Dans la zone B1, Toulouse, par exemple, qui est une grosse ville, est en zone B1. Et vous avez des villes de moins forte importance. Et puis, vous avez la zone B2, des plus petites communes. Il y en a près de 4000, mais qui, elles, ne peuvent bénéficier du Pinel que si elles ont été agréées par arrêté préfectoral. Très concrètement, si vous êtes dans une commune ou si vous envisagez d'investir dans une commune de la zone B2, renseignez-vous auparavant pour savoir si elle bénéficie d'un agrément préfectoral. Vous avez également cette liste qui est disponible sur le site du ministère du Logement. Le dispositif Pinel, c'est un dispositif d'investissement locatif dans le neuf. Alors, j'ai rajouté essentiellement dans le neuf, c'est-à-dire logement neuf en construction ou les achats sur plan, ce qu'on appelle la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. Sachez, bien qu'en pratique, ça ne concerne pas grand monde, que ça peut s'appliquer aussi dans l'ancien pour des logements à réhabiliter ou qui viennent d'être réhabilités et que l'on assimile
fiscalement pour ce dispositif à des logements neufs. Mais bon, l'immense majorité du dispositif concerne des logements neufs. Donc, développer la construction sur le territoire à destination locative. Pour pouvoir investir valablement en Pinel, vous devez être résident fiscal français, donc habiter sur le territoire et payer vos impôts. Sachez que il y a des particularités pour certains résidents européens qui peuvent être assimilés également à des résidents français. C'est une particularité. Vous devez être une personne physique, c'est-à-dire un particulier, un individu, et non pas une société commerciale. Mais vous pouvez être aussi investir par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, donc être porteur de part d'une SCI. Attention, il ne faut pas qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés. Ou encore, sachez qu'il y a des SCPI. SCPI, c'est la pierre papier. Donc, les sociétés civiles de placement immobilier qui permettent non pas d'acheter un logement, mais d'acheter des parts de société, ce qui vous permet d'investir avec un ticket d'entrée largement inférieur à l'achat ou la construction d'un logement neuf. Puisque vous pouvez, sur les SCPI Pinel, je crois qu'il y en a 6 aujourd'hui qui existent sur le marché, vous pouvez entrer à partir de 5 ou 10 000 euros d'investissement. Pour le reste, ça fonctionne de la même manière. Vous bénéficiez des mêmes avantages fiscaux avec la pierre papier, les SCPI, que pour un achat en direct ou pour un achat par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. Vos engagements, la contrepartie de l'avantage fiscal qui vous est accordé, vous devez louer le logement non meublé. Bon, pas de commentaire particulier, c'est simple à retenir. En revanche, louer le logement non meublé à titre de résidence principale du locataire, c'est-à-dire que vous devez respecter les conditions impératives de la loi du 6 juillet 89 sur les baux d'habitation. Vous savez qu'elle était récemment réformée et renforcée depuis la loi Allure du mois de mars 2014. Votre engagement de location, vous devez le prendre à votre choix, initialement, pour une durée de 6 ou 9 ans. Vous aurez la possibilité, au terme de votre engagement, de poursuivre la location, toujours en respectant les conditions du dispositif, pour 3 années supplémentaires, ce qui le porterait à 9 ans si vous avez pris 6 ans au départ, puis encore 3 années supplémentaires, ce qui a pour effet de le porter à 12 ans. Donc, dans tous les cas, vous pouvez moduler la durée de votre engagement en fonction de vos objectifs de 6 à 12 ans. Vous pouvez louer, c'est ce que je vous disais en introduction, à une personne non membre de votre foyer fiscal. Vous devez louer à une personne non membre de votre foyer fiscal. Cela signifie tout simplement que vous pouvez louer à une personne parente, donc à un enfant ou même à un parent âgé que vous mettriez dans la maison. Alors bien sûr, il faut respecter les règles relatives aux revenus fonciers et à la location. Il ne faut pas que ce soit une location fictive. Il faut qu'il y ait un vrai loyer qui s'applique. Vous devez également respecter, d'un point de vue conditions de la location, des plafonds de loyer. Et ces plafonds de loyer, ils diffèrent selon la région où vous investissez, en fonction des 4 zones que nous avons vues auparavant. Vous devez également louer à des personnes dont les ressources sont plafonnées. Pourquoi ? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle le logement intermédiaire. Un petit peu comme l'une des versions du dispositif Cellier antérieurement. Les plafonds de ressources des locataires sont plafonnés à des niveaux inférieurs au secteur libre, si vous voulez. On va voir tout à l'heure les montants des plafonds. Le plafond de loyer en zone A bis, c'est-à-dire par exemple, si vous louez à Paris, ce qui n'est pas forcément conseillé, peut-être que M. Madani nous le dira tout à l'heure, 16,82 € du mètre carré, c'est pas beaucoup. Vous multipliez ça par la surface du logement et vous avez le plafond de loyer applicable avec une particularité,
il y a un coefficient multiplicateur. Alors, je n'ai pas mis la formule de calcul ici, parce que bon, c'est un petit peu compliqué à calculer comme ça de tête. En revanche, sachez que pour une petite surface, le plafond de loyer va être plus important que cette limite de 16,82 €. En revanche, pour une surface de logement importante, je dirais 70-80 mètres carrés par exemple, là, les plafonds de loyer sont abaissés par rapport aux limites que vous voyez ici. Donc voilà, cette limite de 16,82, en fait, c'est une limite théorique qui doit être pondérée, dans tous les cas, par la taille du logement dans lequel vous investissez. Concernant les plafonds de loyer, de ressources, pardon, alors ça, ces plafonds de loyer et de ressources doivent être respectés pour les plafonds de loyer au moment où vous concluez le bail et durant toute la durée de la location. Pour les plafonds de ressources, que nous voyons ici, ils doivent être respectés lorsque vous concluez le bail ou que vous changez de locataire en cours d'engagement. En revanche, si par la suite les ressources de vos locataires excèdent ces limites, ce n'est pas grave. Ça ne vous fait pas sortir du dispositif, vous continuez à en bénéficier. Alors tous ces chiffres-là, vous les retrouvez sur notre site internet leparticulier.fr à la rubrique indices et chiffres. Donc si vous ne voulez pas vous embêter à les noter, ils sont disponibles, accessibles très facilement sur notre site internet. Sachez que, c'est le petit astérisque que j'ai mis, qu'ils sont basés sur les revenus de l'année N-2. Donc très concrètement, si vous concluez un bail avec un locataire en 2015, vous allez prendre en compte ces ressources déclarées de l'année 2013 et elles figurent tout simplement sur son avis d'imposition qu'il aura reçu en 2014. Donc retenez ce décalage de 2 ans avec des particularités pour les jeunes qui ont quitté le logement familial et le foyer fiscal de leurs parents entre-temps. Alors qu'est-ce que vous pouvez gagner avec la loi Pinel? Ça, c'est la carotte fiscale. On a vu les contraintes auxquelles vous étiez soumis. Maintenant, l'avantage dont vous pouvez bénéficier. Comme je vous le disais, de 6 à 12 ans de location, avec un engagement initial de 6 ou 9 ans. Vous bénéficiez sur les 6 premières années de 12% de réduction. Si vous prenez 9 ans, vous bénéficiez de 18% de réduction. En fait, sur les 9 premières années, vous avez 2% par an de réduction d'impôt. Et si vous prolongez au-delà de 9 ans, eh bien, vous avez 1% supplémentaire par an. C'est ce qui est indiqué dans la parenthèse à droite. Donc retenez 2% par an pendant 9 ans, puis 1% par an sur les 3 dernières années du dispositif, si vous souhaitez aller jusqu'à 12 ans. Alors sachez qu'en Outre-mer, c'est-à-dire les départements d'Outre-mer et les collectivités d'Outre-mer, le taux de la réduction est plus important, il est plus intéressant, puisqu'il est de 23%, 29 ou 32 sur 6, 9 ou 12 ans. En ce qui concerne la base de calcul de votre réduction d'impôt, vous pouvez investir ce que vous voulez. Vous pouvez investir 500 000 € dans un logement si vous le souhaitez. Vous pouvez payer 8 000 € le mètre carré si vous en avez envie, si le bien vous plaît. Dans tous les cas, le montant de votre investissement annuel sera limité à 300 000 €. Ça veut dire que le fisc ne prendra en compte que 300 000 € pour calculer votre réduction d'impôt. Et à l'intérieur de ces 300 000 €, il applique un second plafond qui est lié au prix au mètre carré. 5 500 € le mètre carré. Si vous achetez un logement à 6 000 € le mètre carré, eh ben, il y a 500 € de prix au mètre carré qui ne seront pas retenus pour le calcul de votre réduction d'impôt. Donc retenez bien cette double limite, 300 000 € et 5 500 € par mètre carré. Alors, bien évidemment, vous avez
plutôt intérêt à ne pas dépasser ces limites pour bénéficier de l'avantage fiscal sur la totalité de votre investissement. Sachez qu'en Pinel, il est possible de réaliser 2 investissements par an. Par exemple, vous pouvez investir sur 2 logements de 150 000 € en 2015, mais vous pouvez faire également la même opération en 2016. Alors, si vous allez jusqu'à 300 000 € d'investissement, ça vous fait une économie d'impôt annuelle de 6 000 €. N'oubliez pas que vos avantages fiscaux, tous avantages confondus, sont limités globalement à 10 000 €. Donc vous devez également jouer avec cette limite. Il est bien évident que si vous avez déjà 6 000 € de réduction d'impôt au titre d'une année, posez-vous la question, est-ce que c'est judicieux de refaire un investissement de 300 000 € l'année suivante pour avoir encore 6 000 €, sachant que 2 fois 6 000 égale 12 000, vous perdez 2 000 € de réduction d'impôt. Hein, donc il faut jouer avec ces différents seuils et limites pour maximiser votre investissement. Vous pouvez également, en plus de ces 2 investissements, ou à la place de ces 2 investissements, souscrire des parts de SCPI, hein, puisque la souscription de parts de SCPI n'est pas prise en compte dans la limite des 2 investissements par an. En revanche, la limite de 300 000 € s'applique toujours, hein, puisque même si vous investissez sur 2 logements plus des SCPI, de toute façon, votre investissement il est limité annuellement, pour la prise en compte du calcul de la réduction, à 300 000 €. La réduction d'impôt, eh bien, elle est répartie sur la durée de votre engagement de location, 6 ou 9 ans. Donc vous savez que si vous partez sur 6 ans d'engagement de location, vous savez que pendant 6 ans, vous aurez le même montant de réduction qui va venir diminuer vos impôts. Ensuite, au terme des 6 ou 9 ans, vous aurez droit à 6 années supplémentaires en 2 fois 3 ans ou 3 années supplémentaires pour aller jusqu'à 12. Quand est-ce qu'elle démarre, cette réduction d'impôt? C'est bien beau d'investir, mais à partir de quand on commence à en ressentir les effets sur sa feuille d'impôt, sur son avis? Elle s'applique à partir de l'année de l'achèvement du logement. Ça, c'est pour un logement que vous achetez sur plan, par exemple. Admettons que vous ayez acheté sur plan en début d'année 2015. Si le logement est achevé cette même année, en fin d'année par exemple, dès l'année prochaine, en 2016, en déclarant vos revenus 2015, vous pourrez bénéficier dès l'année prochaine de la réduction d'impôt. Si vous achetez un logement neuf, déjà construit, c'est cette date-là qui est prise en compte. Donc c'est soit la date de votre acquisition si le logement est achevé, soit la date de l'achèvement du logement si le logement est en construction. Alors, attention à bien, je dirais, calibrer le montant de votre investissement et à bien calculer le montant de votre réduction d'impôt, parce que si une année donnée, le montant de votre réduction est supérieur au montant de vos impôts, la différence est perdue. Voilà. Si vous avez droit à 6 000 € chaque année de réduction d'impôt et qu'une année votre impôt s'élève à 4 000 €, vous perdez définitivement 2 000 € de réduction d'impôt. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans le montant de votre investissement. C'est selon vos besoins que vous investissez. Ce n'est pas la peine de surdimensionner un investissement si votre impôt ne vous permet pas de l'absorber en continu. Alors j'ai mis un exemple chiffré et puis temporel pour vous aider à y voir plus clair. Admettons que vous ayez acquis, alors j'ai mis octobre 2014 parce que ça nous permet de nous rendre compte maintenant des effets d'un investissement. Hein, bien sûr, ces dates sont à transposer à votre situation si vous voulez faire ce genre de simulation. Alors je ne suis pas rentré dans le détail chiffré de tous les frais engendrés ou des impôts supplémentaires que ça génère. Hein. C'est une présentation schématique du déroulé d'un investissement. Admettons que vous ayez acheté un 2 pièces de 40 mètres carrés
et vous l'avez payé 232 000 euros. Pas de problème, le plafond de 300 000 euros n'est pas atteint, donc c'est la totalité qui sera prise en compte. Mais malheureusement, au niveau du prix au mètre carré, vous avez dépassé la limite de 5 500 euros. Donc en fait, on va recalculer la base de calcul de votre réduction d'impôt en tenant compte de cette seconde limite qui, elle, est dépassée. Et donc, votre base de calcul, elle sera plafonnée à 220 000 euros. Donc limitée à 5 500 euros le mètre carré. Vous achetez en octobre 2014, le logement est achevé cette année, en 2015. Vous trouvez un locataire un peu plus tard. Sachez que vous avez 12 mois, vous avez 1 an, pour trouver un locataire. Attention, si vous ne trouvez pas de locataire durant cette période, à la fin de cette période, votre avantage qui aura déjà commencé à courir, dont vous aurez déjà bénéficié, il sera remis en cause par le fisc. Vous devrez lui rétrocéder l'avantage dont vous avez bénéficié. La location donc démarre en 2016. Comme vous n'aviez pas de locataire en 2015, vous n'aviez pas de loyer en 2015. Donc vous n'avez pas de revenus fonciers à déclarer en 2015. Mais vous bénéficiez tout de même de l'avantage fiscal. Votre engagement de location doit être pris dès le point de départ de la réduction, c'est-à-dire dès l'achèvement du logement, même si vous n'avez pas de locataire à cette date. Vous devrez ensuite, vous pourrez donc dès l'année prochaine, en 2016, imputer la réduction d'impôt sur vos impôts de 2016 dus sur vos revenus de 2015. Elle est calculée dès l'origine et elle se répartit sur 9 ans, dans l'hypothèse qu'on a prise ici d'un engagement de location de 9 ans, de manière linéaire, c'est-à-dire toujours le même montant. Dans notre exemple, ça nous donne 4 400 euros de réduction d'impôt annuelle de 2016 à 2024, c'est-à-dire pendant 9 ans, et le total de la réduction d'impôt est de 39 600 euros. Sachant que vous êtes propriétaire en plus du logement, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Vous pourrez ensuite le prolonger pendant 3 ans si vous le souhaitez, à raison de 1% par an d'avantage. Donc vous rajoutez 2 200 euros supplémentaires sur les 3 dernières années. Du point de vue de vos obligations, elles ne sont pas très élevées. Vous devez simplement souscrire un engagement de location. Donc ça, c'est un formulaire spécial que vous remplissez lorsque le logement est achevé ou acquis et neuf. Si vous êtes associé de SCI, vous prendrez un engagement de conservation des parts. Tout ça, ce sont des formulaires administratifs, qui n'appellent pas beaucoup de commentaires. Si le logement, vous avez déjà trouvé un locataire, lorsque vous faites votre déclaration de revenus, vous devrez lui fournir la copie du bail. Idem en cas de changement de locataire pendant toute la durée du dispositif. Vous devrez justifier de ses ressources, puisque ces ressources sont plafonnées, donc il faut pouvoir en justifier au fisc. Et enfin, selon la nature de votre investissement, vous devrez également remettre au fisc des pièces supplémentaires. Si vous faites construire, par exemple, le permis de construire, des choses comme ça. Tout ça est détaillé, bien sûr, dans une instruction fiscale qui reprend tous ces points. Sur votre déclaration d'impôt, vous devrez remplir une déclaration, ce qu'on appelle une déclaration complémentaire. Vous savez que la déclaration de revenus d'ensemble, c'est le formulaire numéro 2042. Vous devrez remplir le formulaire complémentaire numéro 2042C en indiquant le montant de votre investissement, ce qui permet au fisc de calculer le montant de votre réduction d'impôt. Et ensuite, chaque année, vous reporterez le montant de votre réduction d'impôt sur cette même déclaration. Si vous avez un locataire, vous devrez déclarer le loyer perçu. Classiquement, des revenus fonciers. Donc micro-foncier si vous avez des loyers inférieurs à 15 000 euros par an. Une déclaration spécifique de revenus fonciers numéro 2044 s'ils sont supérieurs à 15 000 euros. Ou enfin, une déclaration spéciale 2044S si vous louez par ailleurs d'autres logements qui relèvent de cette déclaration. Et je vais passer la parole à M. Madani. Mon intervention est terminée et donc on verra à la fin de cette conférence si vous avez des questions. Merci. Merci Arnaud, c'est très gentil.
Donc, comme vous l'avez vu de manière peut-être schématique, mais relativement complète et approfondie malgré tout, l'investissement Pinel, effectivement, présente un certain nombre d'avantages. La première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Madani, c'est si vous, sur le terrain, vous avez déjà eu l'impression que cela faisait la différence. Est-ce que les investisseurs viennent vous voir? Ce sera ma première question. Et ma deuxième question, pourquoi viennent-ils vous voir? C'est-à-dire, quels sont les objectifs patrimoniaux qu'ils mettent en avant? Oui, alors effectivement, après avoir vu le principe du dispositif Pinel et les avantages, on a constaté, nous, sur le marché en tant que promoteur, une reprise de l'investissement depuis le Duflo, de plus de 30% par rapport au semestre précédent. Alors, à quoi c'est dû? Notamment la souplesse du dispositif, qui a été donc rendu plus souple par rapport au dispositif précédent. Aussi bien en termes de durée de location que de possibilité de location, c'est-à-dire pouvoir louer à un ascendant et un descendant, ce qui n'existait pas auparavant. Ensuite, donc, les intérêts d'un investissement immobilier dans le neuf qu'on va voir dans un second temps, suivi d'une bonne réussite d'un investissement dans l'immobilier neuf. On le constate aujourd'hui, la demande donc des investisseurs voilà, qu'on rencontre aujourd'hui, on peut constater 4 différents objectifs principaux pour cet investissement lié au dispositif Pinel. Alors le premier, c'est effectivement de se constituer un patrimoine immobilier qui est librement transmissible, d'accord. Ensuite, une protection pour la famille en cas de décès ou d'invalidité, etc., de par cet investissement, de par cet achat d'un appartement neuf, d'accord, et d'une retraite complémentaire qui est indexée 100% réversible et garantie, sans parler de l'économie d'impôt qui est bien sûr la base du dispositif. Donc voilà, 4 points principaux qui poussent les clients aujourd'hui à acheter dans le neuf via le dispositif Pinel. Donc le premier, se créer du patrimoine immobilier, qui aujourd'hui et reste le meilleur investissement. On l'a constaté depuis les 30 dernières années où l'investissement a commencé à prendre forme sous différents dispositifs, que le patrimoine immobilier restait une valeur sûre et une valeur refuge, donc la pierre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un report d'investisseurs qui auraient pu investir dans l'ancien avant la loi Duflo, avant les modifications qui ont fait peur à beaucoup de bailleurs, avant le plafonnement des loyers qui pour l'instant ne s'applique qu'à Paris, mais malgré tout qui crée une ambiance un peu délétère et qui vraiment fait très très peur aux bailleurs? Est-ce que vous avez le sentiment que la montée du Pinel correspond au retrait des investisseurs dans l'ancien traditionnel, ou est-ce que c'est déconnecté? Est-ce que finalement il y a un effet d'opportunisme qui pousse les investisseurs vers le Pinel parce qu'effectivement la réduction d'impôts est redevenue intéressante? Bien sûr, et on constate un énorme regain et un réel intérêt pour l'investissement dans le neuf via le dispositif Pinel, notamment pour ces avantages et ces objectifs qu'on ne retrouve pas entièrement dans l'ancien. Donc effectivement, le patrimoine immobilier, on se le crée également en investissant dans l'ancien, dans l'immobilier ancien, je parle, mais on ne peut pas bénéficier de réduction d'impôts au même titre qu'au dispositif Pinel, qui est très intéressant aujourd'hui et donc qui suscite un réel intérêt effectivement auprès de nos clients. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens achètent dans l'optique de revendre à l'issue de la durée d'engagement, ou bien au contraire de conserver en effet pour se constituer un complément de retraite? Quelle serait selon vous la motivation principale ou majoritaire? Alors effectivement, pas nécessairement dans le but d'une revente, mais plus dans le but de se constituer du patrimoine. Après, tout dépend, il y a différents profils. Donc il y a effectivement ceux qui veulent se constituer du patrimoine à long terme pour pouvoir le transmettre en pensant à ses enfants, comment transmettre quelque chose à mes enfants et protéger ma famille. Et d'autres effectivement pour se constituer une retraite, puisque les loyers perçus seront perçus à vie,
hein, quoi qu'il se passe, ou à vos descendants si jamais il se passait quelque chose. Donc effectivement, l'intérêt qu'on rencontre aujourd'hui, que nous transmettent nos clients, est surtout lié à ça. Ouais. Alors, ce qui m'amène à une autre question. Si on vise la durée, la longue durée, il faut bien choisir son emplacement, sa résidence. Quels conseils pouvez-vous donner finalement aujourd'hui à quelqu'un qui cherche à faire un placement en Pinel? Je vois que vous avez prévu de parler de l'environnement économique porteur. Il est absolument évident que le bassin d'emploi doit être actif, on s'en doute. Mais quels conseils pouvez-vous nous donner? Alors, pour bien réussir un investissement dans l'immobilier neuf, bien évidemment, il faut privilégier un environnement économique porteur. Donc, on en a de nombreux sur tous les bassins, en France en tout cas, en Île-de-France principalement, toute l'Île-de-France qui est porteur. Mais en dehors de ça, d'une région, d'une zone qui peut être assez large, un emplacement, donc une ville de choix qui est dynamique, pertinente, avec ce que demandent les investisseurs, effectivement des transports en commun, des commodités et des commerces, tout ce qu'on peut retrouver à proximité, ce qui crée la demande de location tout simplement. En dehors de la ville, le quartier, puisque chaque quartier, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, un quartier qui soit porteur donc, sur la demande locative qu'on peut avoir, et donc d'utiliser un gestionnaire, de faire appel à un gestionnaire reconnu, on va dire, pour que votre bien soit géré de manière correcte et que vous soyez serein sur votre investissement immobilier. Alors, une question relative à cette implantation. Vous, chez Constructa, par exemple, est-ce que vous avez des emplacements premium? Est-ce que vous arrivez à trouver des terrains qui soient suffisamment proches du centre-ville, ou en tout cas proches, en effet, de transports en commun, de zones de commerce actives, pour pouvoir proposer des programmes Pinel intéressants? Oui, alors voilà, nous, notre but et notre objectif, effectivement, est de proposer des solutions adaptées à la demande, que ce soit aussi bien en termes d'achat que de location, donc pour les acquéreurs qui souhaiteront mettre en location. Donc pour ça, il y a des études de marché qui sont faites dans chaque ville où on construit, donc en tant que promoteur, de manière à sécuriser chaque achat qui est fait à travers l'investissement, à travers l'achat dans le neuf, à le sécuriser, et la mise en location s'il y a après, effectivement, via l'investissement Pinel. Alors, quel secteur privilégié? Alors, quel secteur privilégié? Ça, c'est une grande question. Effectivement, comme on le disait, un secteur dynamique. On va dire que toute l'Île-de-France est un marché porteur. Après, selon les zones, effectivement, il peut y avoir des petits villages. Si vous investissez, si on construit un immeuble de 50 logements dans un village où il y a à peu près le même nombre d'habitants, on imagine bien que la demande de location ne sera pas suivie. Donc après cet achat. En revanche, les terrains choisis, donc les futures constructions pour les logements que nous allons proposer à la vente, à la commercialisation, on sait déjà que ce seront des lieux, des marchés, des quartiers porteurs pour l'investissement comme pour la résidence principale. C'est-à-dire avec un bon équilibre de l'offre neuve et de l'offre ancienne et de l'offre moyenne, on va dire, voilà, entre les deux. Exactement. C'est très ciblé de manière à ce qu'on ait un équilibre tout à fait entre la demande locative, la demande d'accession à la propriété et d'investissement. Alors une ville comme Toulouse, par exemple, ou plutôt une métropole comme Toulouse, qui avait été particulièrement ciblée par les promoteurs dans le cadre du dispositif Robien, ce qui n'a pas manqué de poser un certain nombre de problèmes, non pas à Toulouse intramuros, mais à Albi par exemple. Mais Toulouse aujourd'hui, dont on dit qu'elle commence à saturer en logement neuf, est-ce que vous pensez que ça reste une cible pour un Pinel? Alors, ça c'est une bonne question. Alors oui, effectivement, la demande à Toulouse, il y a eu une inondation du marché en termes d'offres, donc il y a eu un déséquilibre à ce niveau-là, mais qui se rééquilibre par la suite.
Donc il y a eu une baisse de mise en vente de logements ces derniers temps. Par contre, les infrastructures, écoles, universités, etc., continuent de s'implanter et de s'agrandir. Donc on va retrouver un certain équilibre sur cette ville de Toulouse. Ouais. Donc en gros, vous nous conseilleriez quoi? Bordeaux, PACA, Grenoble, toutes les grandes zones, voilà, toutes les grandes villes, principalement évidemment, toutes les grandes villes, plutôt que de petites villes, c'est sûr, oui, où la demande de location est forte, où la demande d'habitation est forte également. Et c'est compatible avec les différents plafonds que nous venons de voir, les plafonds de loyer, les plafonds de ressources et le plafond d'acquisition de 5 500 € le mètre carré? Oui, alors... On peut s'en sortir? Alors, on peut effectivement, ça va dépendre. Donc là, ça va varier effectivement selon les villes, donc où les prix de location peuvent être très élevés ou beaucoup moins. Alors après, tout dépend du placement qu'on souhaite faire et aussi si c'est uniquement d'un point de vue de rentabilité et d'économie d'impôt ou également un emplacement, un achat pour se créer du patrimoine à long terme. Si on achète à Paris, effectivement, on sait bien que le prix d'achat est très élevé et que le prix de location via le dispositif et le plafond de loyer le sera beaucoup moins. Donc l'investissement, le montant du remboursement ne sera pas couvert par le loyer, par exemple. Mais en revanche, on sait qu'on fait un investissement dans une ville où les prix ne cessent d'augmenter. D'accord, donc en gros, il est prioritaire et primordial pour chacun d'entre nous qui désirerions faire un Pinel, de définir en amont notre objectif, rentabilité plutôt sur le court moyen terme, ou bien placement patrimonial, et à ce moment-là, on met un peu plus cher, on ne récupère pas la totalité de l'avantage fiscal, mais on investit sur du plus long terme pour garder, schématiquement. C'est ça, voilà, tout dépend de l'intérêt de l'investissement. Quel est votre premier objectif? Quel est le but réel de cet investissement? Est-ce que c'est plus effectivement pour se créer du patrimoine à long terme? Est-ce que c'est dans un but purement d'économie d'impôt et de rentabilité avec une revente à l'issue du dispositif? Est-ce que c'est, encore une fois, pour se créer une retraite et une protection familiale? Voilà, tout dépend du type d'investissement. Mais on est sûr que sur les grandes villes, ces investissements-là restent très intéressants avec ce dispositif. À long terme. On vient de dire que les bailleurs parisiens, notamment dans l'ancien, étaient effrayés par le plafonnement des loyers du flot. Est-ce que vous avez le sentiment que les investisseurs dans le neuf en Pinel ressentent les mêmes réserves, voire les mêmes craintes face au plafonnement des loyers? Non, on ne ressent pas. Donc nous, on travaille principalement sur les grandes zones, hein, donc Île-de-France, Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Alors, on ne ressent pas du tout ce sentiment auprès des acheteurs. Effectivement, il y a une minoration du loyer, ce qui permet de louer plus facilement le bien également par rapport à un prix du marché. Donc c'est plutôt sécurisant parce que le propriétaire, l'acquéreur, la personne qui va acheter dans le neuf en utilisant le dispositif Pinel va louer son bien un peu en dessous du prix du marché. Donc c'est plutôt sécurisant et ça favorise effectivement le choix du locataire, de trouver un locataire facilement. Donc non, c'est pas vraiment une contrainte ou une objection qu'on rencontre chez les investisseurs. Donc finalement, cette contrainte est un garde-fou qui peut éviter en effet de vendre des biens qui seront de manière ultime très difficiles à louer finalement. Voilà, tout à fait. Ce sera plus facile à louer qu'un bien qui est mis sur le marché sans dispositif, en location nue, sans dispositif particulier. Ouais. J'aurais une toute dernière question avant de donner la parole à la salle. Elle est relative à la répartition au sein d'une même résidence, au sein d'un même immeuble, entre les logements qui sont vendus à des investisseurs et les logements qui sont vendus à des propriétaires occupants. On sait qu'un investisseur, surtout s'il n'est pas localisé dans la région, aura un petit peu plus de mal à se déplacer pour assister aux assemblées générales. Sera peut-être un petit peu moins préoccupé de l'état de la résidence, des travaux. On a vu sur le long terme des résidences presque purs investisseurs avec des vraies difficultés pour entretenir, pour gérer, pour payer les charges. Est-ce que vous avez sur ce point une politique particulière? Alors non, effectivement, on préconise d'investir favoriser, on va dire, sa région, comme vous dites, pour pouvoir
être à proximité et participer à la vie de l'immeuble, aux assemblées générales, etc. Maintenant, on rencontre aussi des investissements qui se font à distance sur d'autres régions. Alors après, effectivement, ça dépend du gérant de l'immeuble aussi. Veiller au bon fonctionnement, au bon déroulement. Vous parlez du syndic. Oui, du syndic, notamment du choix du syndic qui est très important quant à la pérennité de l'immeuble en lui-même. Oui. Mais finalement, vous vendez de manière par expérience ce que vous vendez éventuellement commercialisé aujourd'hui. Est-ce que vous constatez que vous avez des immeubles avec une bonne répartition propriétaire, occupant, investisseur, ou vous avez tendance à faire des produits plus calibrés sur le Pinel qui attirent davantage les investisseurs? Alors, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'équilibre, effectivement, entre de la résidence principale et de l'investissement dans l'immeuble, de par le choix, donc l'emplacement de la construction du futur immeuble, des logements qui seront proposés dans les dynamiques attractives. Après, on ne maîtrise pas totalement, ça serait complètement faux de dire la répartition, mais dans un marché ou un secteur, une ville, un quartier où la demande d'accession à la propriété comme à la location est forte, la répartition se fait à peu près d'elle-même. On constate entre 20 et 30% d'investisseurs, par exemple, sur un immeuble. Le reste de résidence principale, ça se fait à peu près d'elle-même. Et vous pensez que cette répartition est une bonne répartition, est une bonne clé de répartition, 30-70%? Oui, tout à fait, c'est tout à fait correct. Oui. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Oui, pardonnez-moi, je vais passer la parole à Arnaud qui a quelque chose à ajouter sur ce point. Monsieur, je vous vois déjà lever la main, je vous donne la parole dans la foulée. Oui, je voulais juste, en complément de ce qui vient d'être dit, il y a une particularité dans le Pinel qui prévoit effectivement que dans un immeuble neuf, on ne peut pas affecter plus de X logements au dispositif, donc pour favoriser la mixité, comme on le disait, dans les immeubles. Ce verrou va sauter a priori, puisqu'il y a un amendement qui est passé à l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances. Donc il est possible que ce verrou-là saute, c'est-à-dire qu'on ne contraigne plus les promoteurs à ne pas louer en Pinel certains logements. Je pense que c'est dû à des considérations d'ordre pratique. C'est peut-être une bonne mesure à la base, mais en pratique, c'est très difficilement applicable puisque l'obligation pèse non pas sur l'investisseur, mais sur le promoteur. L'investisseur qui achète en Pinel dans un immeuble, si le promoteur ne respecte pas la condition et loue 100% et vend 100% des logements en Pinel, l'investisseur, lui, ne risque rien. Donc ça, de toute façon, ce verrou-là risque de sauter, donc on restera attentif sur ce point. Et nous vous conseillons de rester également attentif si vous investissez en Pinel pour ne pas, en tout cas, essayer de privilégier des immeubles un peu mixtes. Effectivement, le ratio 30-70 semble assez judicieux. Monsieur, vous avez un micro? Bonjour, Bonjour. merci. Tout d'abord, une très bonne présentation. Elle n'était pas trop rapide. On a pu rentrer dans les détails. Parfois, c'est trop rapide, comme au salon de l'immobilier ou ailleurs. Alors, j'ai deux questions. Une première concernant le plafonnement d'achat à 5 500 € du mètre carré. Sachant qu'à Paris, à moins que ça ait bougé, on doit être à 8 000 € en moyenne du mètre carré. Ça ne doit pas laisser beaucoup de place et d'arrondissement pour effectuer cet investissement à Paris. Je vois que le 18e, 19e et 20e et encore quelques rues ou quelques immeubles. C'est ma première question. La deuxième est plus technique. Nous avons bien compris que le plafonnement des loyers était valable pendant chaque année de la durée du bail. Par contre, et en cas de reconduction, par contre, j'ai mal compris si c'était différent pour le plafonnement des ressources du locataire. Évidemment, il est pris en compte au moment de la rédaction du bail, mais au moment de la reconduction, je n'ai pas compris s'il était pris en compte ou si on pouvait s'en passer, c'est-à-dire que si le plafonnement des ressources était dépassé, ça ne remettait pas en cause l'avantage fiscal. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Madani, je présume pour la première question, et oui. puis Arnaud Sogéras pour la seconde. Alors, quand on parle de plafond de 5 500 € ou de 300 000 €, plafond, pardon, au mètre carré,
Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter un bien au-delà de 5 500 € le mètre carré. C'est juste le plafond qui est pris en compte pour le calcul. Donc effectivement, comme vous dites, il est rare de trouver à Paris des appartements dont la valeur va être inférieure à un prix de 5 500 € le mètre carré. Donc voilà, il y a des gens qui investissent en dispositif Pinel à Paris. On dépasse effectivement les 5 500 €. Alors là, c'est peut-être plus dans un but patrimonial pur que de réduction d'impôts ou de rentabilité. Voilà, mais on peut très bien acheter à 8 000 € le mètre carré, comme à 10 000 € le mètre carré à Paris. Simplement, le plafond qui sera pris en compte sera 5 500 € par mètre carré. En ce qui concerne le respect des différents plafonds sur la durée d'application du dispositif, je vais vous redonner effectivement la particularité, puisque ça ne fonctionne pas de la même manière entre les plafonds de loyer et les plafonds de ressources. Le plafond de loyer doit être respecté à l'entrée du locataire dans les locaux et pendant toute la durée d'application du dispositif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2015, vous signez un bail avec un locataire avec, schématiquement, on a vu 16,82 € en zone A bis. Admettons que ce soit ce montant-là qui soit retenu. C'est le montant, le prix au mètre carré qui sera retenu. En 2016, vous aurez un nouveau plafond de loyer qui va s'appliquer, 17 € le mètre carré par exemple. Vous avez toujours le même locataire. Son loyer peut être réévalué en fonction de l'indice de référence des loyers, ce qu'on appelle l'IRL, mais dans tous les cas, il ne devra pas dépasser le plafond applicable à un instant T. C'est-à-dire, si on est passé à 17 € le mètre carré en 2016, le loyer ne devra pas dépasser 17 € le mètre carré. Voilà. C'est pour ça que je dis, pendant toute la durée d'application du dispositif, le plafond de loyer doit rester, limité au plafond, au maximum. En ce qui concerne les ressources, c'était la question de monsieur, les ressources doivent être respectées au moment de l'entrée du locataire dans les locaux. De la même manière, ces plafonds de ressources évoluent chaque année, mais c'est au moment de l'entrée du locataire dans le locaux qu'on se pose la question. Et on se la pose au début de la location, une fois pour toutes. Par la suite, si le locataire double son salaire, double ses ressources, on n'en tient pas compte. Le locataire est en place, il respectait les conditions au moment de la location, donc on ne va plus se reposer la question de ses ressources. On ne se reposera la question des ressources que lorsque ce locataire en place quittera la location et qu'il faudra le remplacer par un nouveau locataire. Donc les ressources du locataire peuvent évoluer à la hausse pendant la durée d'application du dispositif sans que ça pose le moindre problème. Merci Arnaud. Une autre question? Monsieur? Le micro arrive, monsieur. Enfin, du moins, la jeune femme avec le micro arrive. Je vous remercie. Et vous avez parlé très rapidement du Pinel appliqué à l'ancien. Donc on peut faire du BIC, on peut faire du foncier à l'intérieur de SCI, etc. Est-ce que vous pouvez développer un peu le Pinel appliqué à l'ancien? Est-ce qu'il y a obligatoirement des travaux ou pas? Quels sont les biens éligibles? Arnaud? Le Pinel dans l'ancien, ce n'est pas une nouveauté. Ce sont des dispositifs d'investissement locatif dans le neuf ou assimilé neuf. Ça existait déjà dans le cellier, ça a été repris pour le Duflot et Pinel continue dans la même voie. Ce qu'on appelle des logements assimilés neufs, ce sont notamment des logements vétustes, c'est-à-dire des logements anciens très vétustes qui ne respectent absolument pas les normes de décence sur 6 critères, je crois, sur 12. Et il faut que vos travaux, investissements conséquents en termes de réalisation de travaux, aboutissent à réhabiliter entièrement ce logement pour qu'il puisse être considéré, du point de vue des normes, comme un logement neuf. C'est assez lourd à mener. Vous devez avoir des expertises faites par des bureaux d'études au début et à la fin des travaux pour apprécier si ces conditions sont réunies.
Je n'ai pas connaissance que ce type de programme soit déjà disponible sur le marché, puisque vous lancer là-dedans en tant que particulier me paraît plutôt aléatoire, si vous voulez mon avis. Je ne suis pas sûr que ça se développe beaucoup dans l'ancien. Oui, il y a un obstacle qui est malgré tout un obstacle majeur dans le Pinel, qu'on appelle faussement ancien, en réalité à réhabiliter. C'est que vous allez, en tant que particulier sur un logement individuel, toucher aux parties communes. Et vous serez le seul à être concerné par le besoin d'une réhabilitation à l'état quasi neuf. Donc sur un immeuble entier avec des parties communes, la copropriété ne vous suivra jamais. Donc en effet, il vous faut une opération entière, donc sur un immeuble entier. Et effectivement, ça commence à être intéressant si vous pouvez investir dans un petit immeuble en province, par exemple, et dans lequel vous maîtrisez la totalité de l'opération de travaux du début jusqu'à la fin. Mais je pense qu'Arnaud, en effet, a raison. On a très peu d'initiatives de ce type parce que là, pour le coup, les contrôles sont très lourds. Donc les sanctions possibles sur le plan fiscal le sont également. On passe plutôt sur des opérateurs spécialisés lorsqu'on se lance dans du à réhabiliter ou bien via des SCPI. Donc ce sont là les sociétés de gestion qui prennent l'opération en main de bout en bout et c'est bien plus sécurisant. Il faut malgré tout être prudent. On sait ce qui s'est passé, enfin en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le confirme avec le Malraux. Il y a eu des abus, il y a eu des erreurs, il y a eu des redressements nombreux. Donc c'est très intéressant, mais il faut y aller vraiment en prenant beaucoup de précautions. Madame à droite. Et je pense que ce sera la dernière question que nous aurons peut-être le temps de prendre, sauf si elle est très courte. Enfin, si la réponse l'est également. Bonjour, merci. Alors j'ai une question. Quel est le temps de vacances accordé entre deux locataires? Et également, tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes qui ont quitté le foyer fiscal de leurs parents. Comment ça se passe quand on vient de quitter son foyer fiscal familial et qu'on veut être éligible pour être locataire dans un dispositif Pinel? Voilà, merci. Je vais répondre d'abord à la deuxième question. C'est la question de l'appréciation des ressources du locataire pour savoir si les plafonds sont respectés à l'entrée dans le logement. Je vous ai expliqué que c'était basé sur les ressources de l'année N-2, donc 2013 si votre locataire entre dans les logements en 2015. Il y a des particularités dans certaines situations, notamment pour les étudiants qui quittent le logement familial et qui quittent le foyer fiscal de leurs parents, surtout, entre l'année N-2 et l'année N. Dans ce cas-là, on va se baser sur leurs ressources de l'année précédente, s'ils en ont, voire de l'année en cours, si c'est possible. Donc, effectivement, dans ce cas-là, pour la question des jeunes, on va écarter les ressources des parents pour déterminer si les plafonds sont respectés ou pas. En ce qui concerne la durée de vacances, c'est l'un des fondements du dispositif. Pourquoi est-ce qu'on vous accorde une réduction d'impôt? C'est pour que vous donniez un logement à des gens, c'est pour faire de la location. C'est la clé de voûte du dispositif. Vous avez 1 an pour mettre le logement, enfin pour trouver un locataire, non pas pour mettre le logement en location, mais pour trouver un locataire à partir du moment où le logement est achevé ou acquis neuf. Vous avez donc 12 mois. Si votre locataire vous quitte pendant les 6, 9 ou 12 ans de votre engagement, vous avez à nouveau 1 an pour remettre un locataire dans les locaux. Donc c'est à chaque fois ce délai de 1 an entre chaque locataire qui doit être pris en compte. C'est un délai maximum. Bien sûr, vous avez intérêt à relouer le plus rapidement possible puisque sinon vous n'avez pas de revenus. Il nous reste 5 minutes. Nous pouvons prendre encore une question. Madame sur la gauche. Bonjour. Acheter dans le neuf à un prix qui est quand même beaucoup plus important que l'ancien. D'autre part, il y a également la TVA qui est non récupérable dans du Pinel. J'ai entendu dire que malgré tout, bien que l'avantage fiscal soit important, que en fait cet avantage fiscal qui est accordé sert en fait à financer cette surcote dans le neuf.
Quelle est votre position sur ce point-là? Monsieur Madani, c'est à vous. Alors, j'avais pas encore entendu que ça pouvait servir à financer la surcote dans le neuf. Effectivement, l'immobilier neuf est un petit peu plus élevé que l'immobilier ancien, ce qui est tout à fait logique. En revanche, il faut savoir que les frais de notaire sont réduits dans le neuf à 2,5% environ contre 7 à 8% dans l'ancien. Donc la répartition au final, la différence de prix de vente proposée n'est pas aussi importante que ce qu'on peut penser. Alors je ne pense pas que cette différence serve à absorber le gain d'impôt qu'on peut réaliser, si ça répond à votre question. Si je peux me permettre, j'ai une petite chose à ajouter. Oui. Votre question est parfaitement pertinente. Je ne sais, pardonnez-moi plus où vous êtes. Voilà, merci. En revanche, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'appréciation locale du produit par rapport à l'état du marché, notamment du marché de l'ancien versus le marché du neuf. En fait, il n'y a pas de prix dans l'absolu, il y a un prix par rapport à. Donc si les logements neufs qui sont proposés sont beaucoup plus chers que des logements anciens à locataires équivalents, bien sûr que vous n'avez pas intérêt à investir. En revanche, si vous êtes sur un marché où vous pouvez avoir l'ancien qui vous donne envie et par rapport à l'offre, à la demande locative, et en face un programme neuf dans des niveaux de prix similaires, vous avez l'avantage effectivement de la réduction d'impôts, même si on ne le répétera jamais assez, c'est la cerise, ce n'est pas le gâteau. Mais vous avez également un immeuble qui sera construit BBC, c'est-à-dire avec des normes qui vous garantissent de pouvoir produire une étiquette énergie à peu près convenable. Et ça peut être intéressant dans certaines régions pour certains locataires. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de valeur absolue. C'est vrai que le neuf est plus cher, à tort ou à raison, mais il est plus cher. Après, c'est vraiment une question d'appréciation à la fois du niveau des prix dans le marché de l'ancien, de l'offre. Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres locatives? Si l'offre locative dans l'ancien est complètement saturée, mais que vous avez des programmes neufs qui sortent et qui sont bien placés, vous les surpayez, mais vous avez une chance d'avoir un locataire parce que la demande locative sera énorme. Donc vraiment, c'est une question d'appréciation et ça se fait au coup par coup, au cas par cas. J'espère que je réponds à votre question. Merci. Bien, écoutez, monsieur, c'est une question courte, très courte. Allez-y. Alors, les OPCI, c'est un produit, c'est également de la pierre papier, mais c'est plus compliqué, c'est une autre forme de pierre papier que la SCPI. Ils viennent tout juste, ceux qui sont destinés au grand public, d'être agréés, c'est encore très récent. On n'a pas assez de recul pour répondre à votre question. Nous, on suit le sujet au particulier immobilier, donc on va le suivre de plus près. Mais honnêtement, on a vraiment zéro recul. C'est un produit très dirigé à la base vers les institutionnels. Alors, vous parlez des OPCI, mais je pense que vous pensez plutôt SCPI. Alors, oui, voilà. L'OPCI est aussi un véhicule de placement, mais un peu différent. Donc, les SCPI Pinel, en effet, vous avez moins de soucis de gestion. Vous avez un ticket d'entrée, comme Arnaud le disait tout à l'heure, qui est plus faible. Vous pouvez investir sur des sommes plus petites. Vous avez 5 SCPI Pinel agréés, à ma connaissance, aujourd'hui. Bon, voilà, c'est toujours pareil, c'est de la pierre papier, mais c'est de la pierre quand même, c'est pas liquide. L'avantage, en effet, c'est que la société de gestion peut porter le risque, mutualiser, elle peut gérer à votre place, vous pouvez faire un petit investissement, mais si vous avez besoin de récupérer vos fonds, vous êtes coincé à peu près de la même manière que si vous achetiez en direct. En revanche, le niveau de l'avantage fiscal est un peu supérieur si vous achetez via une SCPI. Donc, en tout cas, par rapport à ce que... Non, c'est pas tout à fait exact. Avant, c'était 90% du montant de vos parts. Maintenant, c'est porté à 100% dans le cadre du Pinel. Voilà. Je pourrais vous donner davantage de détails si vous voulez après sur le stand. Mais effectivement, on a encouragé le développement des SCPI dans le logement. Voilà. Donc, effectivement, si vous avez un petit montant à investir, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, c'est de la diversification. Voilà. Oui, absolument. À ce moment-là, la SCPI est intéressante. Mais comme pour toute SCPI, il faut voir quelle est la qualité de la société de gestion, comment est composé son patrimoine, puisqu'elle récupère votre épargne et elle l'investit. Il faut savoir dans quoi elle compte l'investir, c'est-à-dire où,
comment, et on retombe exactement dans les critères d'un bon investissement. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Nous allons devoir rendre la salle et les micros. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Merci à nos interlocuteurs. Merci Arnaud. Merci Loïc. Et bonne fin d'après-midi à vous.